Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, comme je viens de le dire, donc ce soir, je reçois donc Frédéric Zalewski, donc maître de conférence en sciences politiques à l'université de Nanterre, si je me trompe pas, et donc spécialiste de la Pologne. On vous avait déjà reçu il y a 1 an, donc en fait, on avait surtout parlé du PiS, qui était le parti ultra-conservateur qui avait été en Pologne pendant pendant 8 ans, je crois, C'est ça, oui. si je me trompe pas. Voilà, et donc il venait de perdre les élections, législatives au profit, donc d'une assez large coalition qui allait des libéraux à la gauche. Et oui, on s'était dit, bah, qu'il fallait vous réinviter, bah, pour voir un petit peu comment la situation allait évoluer. Donc peut-être que vous pouvez nous rappeler rapidement, la façon dont le PiS perd le pouvoir, et puis un petit peu nous dire ce qui s'est passé, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, oui, bien sûr, bien volontiers. Alors, si ma mémoire est bonne, on s'était vu, enfin, j'ai été intervenu, il me semble, un peu avant les élections. Je suis pas très sûr qu'on ait eu l'occasion de revenir sur les élections, elles-mêmes. Bon, en tout cas, effectivement, c'est le gros changement qui s'est produit depuis 1 an à peu près. Les élections, elles ont eu lieu en octobre 2023. Le nouveau gouvernement de Tusk a pris ses fonctions en décembre seulement. Donc il y a eu une période de 2 mois qui a été un peu compliquée, qui a eu une période d'hésitation, de tentative du PiS pour sauver ce qui pouvait être sauvé dans l'état qu'il avait mis en place. Peut-être que ce qui peut être bien de rappeler aussi, c'est que c'est une coalition et que le parti de Donald Tusk n'est que l'une des composantes du nouveau gouvernement. Donc c'est quand même la force dominante, puisqu'ils ont obtenu, enfin le parti de Tusk, qui s'appelle la coalition civique, a obtenu 30% des voix, mais il y a les centristes qui ont obtenu 15% à peu près. Alors quand je dis les centristes, c'est une facilité de langage, parce qu'en réalité c'est une liste qui a été composée par 2 partis politiques, un parti, on va dire, de centre-droit qui s'appelle Troisième Voie, et un parti, non, Pologne 2050, pardon, justement, Troisième Voie, c'était le nom de la liste, et le parti agrarien, qui est un parti paysan. Et puis la gauche a été un peu marginalisée à l'occasion de ces élections, puisqu'ils ont obtenu 7% à peu près. Mais donc il y avait quand même ces 3 forces qui étaient en raccord sur un certain nombre de grands thèmes, et principalement sur la question du rétablissement de l'état de droit, qui est ce qui occupe le gouvernement Tusk et cette majorité depuis 1 an maintenant, avec un autre sujet très important aussi, qui était une sorte de retour de la Pologne dans l'Union européenne, en tout cas d'amélioration pardon, des relations de la Pologne avec Bruxelles. Là aussi, on pourra en parler si c'est une question qui vous intéresse. Et puis, je dirais aussi qu'il y a aussi des continuités qui apparaissent assez nettement. D'abord, en ce qui concerne la position de la Pologne sur la guerre en Ukraine, et même de façon peut-être qui devenait prévisible, hein, à mesure que le temps passait, mais qui n'était pas si évident que ça il y a 2-3 ans en arrière, sur la politique de défense. C'est-à-dire que l'augmentation des crédits de défense qui a été engagée par le gouvernement du PiS pendant les 8 ans dont vous avez parlé, cette politique est maintenue. Alors moi, pour faire une sorte d'appréciation un petit peu générale de la situation, pour qu'on se rende bien compte un peu de ce qui s'est passé, je dirais que c'est une sorte d'appréciation très très générale, mais ça permet de mesurer quand même ce qui est en train de se passer, j'espère en tout cas, c'est qu'on est quelque part entre une alternance classique, hein, lorsque dans un régime démocratique parlementaire ordinaire, tout simplement, il y a un changement de gouvernement et que ça se passe sans heurts, après que ceux qui ont perdu les élections reconnaissent leur défaite, comme ça se fait on va dire de façon très ordinaire dans la plupart des démocraties stabilisées. Donc on est quelque part entre cette situation normale-là et ce qu'en sciences politiques on appelle une transition, c'est-à-dire une période qui est marquée par des mesures un petit peu
on va dire, destiné à faire sortir un pays d'un régime qui a été caractérisé par l'autoritarisme, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Parce que on a un peu du mal à qualifier cette situation, d'abord, et puis parce que le nouveau gouvernement a cet agenda de retour à l'état de droit et que ça passe par des mesures qui visent à démanteler en fait une partie des de la politisation de l'État au sens très large du terme, qui avait été mise en place pendant la période précédente, que ça touche la justice, les médias, et puis un ensemble d'organismes parapublics aussi, qui avaient été soit détournés de leur vocation, soit complètement colonisés par un personnel proche du PiS. Alors justement, donc est-ce que, donc quelle forme ça prend exactement? Et est-ce qu'il n'y a pas du coup le risque inverse que finalement de remplacer le PiS par une autre forme de mainmise sur certains moyens de l'État ou alors les médias par exemple, je sais pas? Alors, ça prend des formes très très variées selon les domaines dont on parle, hein, s'agissant des médias, de la justice. Ça a été les deux principales, on va dire, les deux principaux chantiers qui ont été ouverts tout de suite, hein, dès que la coalition pro-démocratie a pris le pouvoir. C'est ces questions-là qui ont été tout de suite en tête de l'agenda de leur action. Ça a été le rétablissement d'état de droit et le rétablissement du pluralisme dans les médias, mais on parle des médias publics hein, principalement. Alors, de fait, ce serait, je peux rentrer un peu dans le détail de la façon dont le gouvernement a procédé. De fait, il y a eu des mesures qui ont été assez expéditives et qui ont même été, on va dire, un peu des stratagèmes juridiques. Pour prendre juste un petit exemple, le ministre de la Culture s'est servi du droit sur les sociétés pour dissoudre le conseil d'administration de la télévision publique, pour venir à bout des résistances éventuelles qui pouvaient se manifester dans le personnel qui était en place. Donc il y a eu des mesures comme ça qui étaient destinées en fait à couper l'herbe sous le pied à toutes les résistances qui auraient pu se faire jour, soit dans les médias publics eux-mêmes, soit on va dire dans les soutiens politiques parlementaires que le PiS pouvait encore apporter aux journalistes qui étaient proches de lui. Mais il faut quand même dire que si je reste sur le domaine des médias, on va dire, la politisation des médias publics était allée assez loin, alors non seulement dans les contenus, mais aussi dans la gouvernance, c'est-à-dire que le PiS avait mis en place une sorte de conseil de l'audiovisuel alternatif à celui qui existait déjà, pour pouvoir, en fait, c'était une sorte de doublon institutionnel qui permettait, en fait, une sorte de fluidité entre ce que le PiS voulait faire dans les médias et la façon dont les médias publics exécuteraient ses volontés. Hein, voilà. Donc, cette politisation était allée assez loin, et ce que le gouvernement maintenant tente de faire, c'est de revenir sur ces dispositifs de gouvernance. De fait, c'est nécessairement... alors, j'allais dire brutal, c'est pas forcément le terme qui convient, mais c'est nécessairement des réformes assez profondes. Et il faut bien dire que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, ils sont assez prudents. C'est-à-dire qu'ils essayent d'agir en respectant quand même aussi, sur certains points, une certaine dire civilité juridique, ou en tout cas quand même en respectant les critères de l'état de droit. Alors, dans le domaine de la justice, c'est encore plus compliqué parce que ça engage plusieurs réformes que le PiS avait fait lui-même au cours de la période où il avait le pouvoir. Ces réformes, elles avaient pris elles étaient passées par des cheminements assez différents. Tantôt, c'était une réforme, par exemple, du Haut Conseil de la magistrature, tantôt, c'était des nominations, tout simplement. Donc là, démanteler la politisation de la justice, ça passe aussi par des mesures qui sont assez différentes les unes des autres. Et là, on retrouve, par exemple, une sorte de prudence stratégique, enfin, ce à quoi je faisais référence à l'instant, parce que pour la réforme... Pour revenir sur la réforme du Haut Conseil de la magistrature, le nouveau ministre de la Justice avait un projet qui s'est avéré être un peu critiqué par la Commission de Venise. La Commission de Venise, pour situer, c'est cet organe du Conseil de l'Europe qui statue sur le respect de l'état de droit, etc. Et la Commission de Venise a très clairement énoncé un certain nombre de positions et de directives sur la façon dont il fallait revenir sur ces réformes, qui n'étaient pas tout à fait
dans la lignée de ce que souhaitait faire le gouvernement polonais. Là, le gouvernement polonais respecte, hein, et le ministre de la Justice a un petit peu revu sa copie. Sur un point qui était important, de fait, c'était que la commission de Venise, pardon, disait que les juges étaient d'une certaine façon des justiciables comme les autres et qu'ils devaient pouvoir former des recours sur les décisions qui concernaient leur éventuel reclassement ou suspension ou mise à la retraite ou autre, en fait. Bien sûr. Voilà, donc c'est compliqué de présenter une sorte de stratégie qui serait une stratégie unique. Il y a d'un côté, de temps en temps, des mesures qui sont destinées à aller vite pour éviter de laisser le PiS mettre en place tout un tas de choses qui feraient que la situation s'enliserait. Et en même temps, il y a aussi une certaine prudence stratégique et une volonté de respecter quand même un certain nombre de fondamentaux de l'état de droit. Oui, et en plus, en plus comme on l'a dit, c'est une coalition qui est assez large. Est-ce que du coup ça pose aussi pas certains problèmes pour, bah, ju enfin pour avoir une direction claire? C'est-à-dire que quand ça va de enfin voilà Sur le quoi. rétablissement de l'état de droit, non, je pense pas. Non. C'est-à-dire que Mais peut-être sur le reste aussi, peut-être que sur le reste ça peut voilà, c'est ça. aussi, voilà, être J'allais y source de venir. réflexion. Sur d'autres questions, c'est plus difficile parce que même si on va dire dans l'agenda politique commun de cette coalition, il y avait en tête, je dirais, le rétablissement de l'état de droit, il y avait aussi d'autres questions, et en particulier des questions dites sociétales, enfin des questions de société, par exemple comment dire, les unions de même sexe, le rétablissement ce qu'on appelle le consensus sur l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, en Pologne, on dit avortement tout simplement, donc c'est pour ça que moi j'utilise le terme, et la fécondation in vitro. Et sur ces sujets-là, il n'y a que la fécondation in vitro qui est passée relativement bien, et sur les unions de même sexe en particulier, il y a maintenant d'assez fortes résistances de la part de la frange droite de la coalition, c'est-à-dire cette liste unique, enfin cette liste commune dont je parlais tout à l'heure, troisième voie, où on va dire il y a quand même dans ces centristes des gens qui ont un électorat plutôt rural, plutôt traditionnaliste. C'est en particulier les paysans, ils se rendent bien compte que pour essayer de reconquérir des voix dans les zones rurales qui avaient pu être captées par le PiS, il faut, sur ces questions-là, avoir des positions assez traditionnalistes, en fait. Donc ça, c'est effectivement, ça donne lieu à des tensions dans la coalition. Mais je dirais, alors ça occupe une place importante, hein, aux yeux de l'opinion publique, ça revient régulièrement dans la presse, donc il y a quand même un agenda médiatique autour de ces questions-là, mais il faut se rendre, enfin, moi, mon ressenti, j'ai pas fait d'analyse statistique pour, on va dire, objectiver un petit peu toutes les données qu'on pourrait avoir sur l'agenda médiatique, moi, mais j'ai l'impression quand même que ce qui occupe surtout l'agenda médiatique et l'agenda politique, c'est cette question du rétablissement de l'état de droit et la question corollaire des affaires. C'est-à-dire tous les scandales qui ont vu le jour pendant la période où le PiS était au gouvernement et qui donnent lieu maintenant à tout un tas de dispositifs comme des commissions d'enquête parlementaires pour essayer de faire la lumière sur ces choses-là et éventuellement pouvoir traduire en justice un certain nombre de responsables de l'époque du PiS qui ont fait tout un tas de malversations ou d'illégalisme, ainsi de suite. Et sur ces questions-là, c'est pour ça que je présentais les choses comme ça, sur ces questions-là, il y a quand même plutôt un certain consensus en fait parmi ces partenaires de l'actuel gouvernement, parce que les choses sont allées tellement loin pendant cette période 2015-2023 que plus grand monde en fait a intérêt à soutenir le PiS et à se désolidariser de ce qui est actuellement fait par le gouvernement Tusk en fait. Enfin, c'est mon analyse, c'est mes impressions. Et qu'est-ce qu'il en est du coup du coup des questions plutôt économiques et sociales? C'est-à-dire, il me semble qu'on avait dit il y a un an que le PiS avait quand même réussi à finalement à avoir quelques résultats dans ce domaine-là, dans le domaine social. Est-ce que quelle est l'orientation qui a été prise et est-ce que c'est des Alors, questions qui je comptent, pense qui qu'il sont faut dissocier abordées? deux choses. Il faut sur ce terrain-là dissocier le fait que les libéraux, c'est-à-dire la coalition civique, hein, la principale force de l'actuelle coalition, ils ont quand même pris la mesure de la popularité de leur agenda très très libéral, voire néolibéral dans les années 2000 et au début des années 2010. Et ils ont mis en place un discours complètement différent sur ces questions-là, avec quelques mesures qui donnaient des gages un petit
peu à l'électorat, on va dire, un peu centriste sur ces questions-là, ou modéré, on va dire, sur ces questions de protection sociale. Donc ça, c'est la première chose, mais il faut bien voir que, d'une façon générale, la Pologne a un petit peu, bon, quand on connaît le contexte français, a un petit peu ses 30 glorieuses actuellement. Donc, d'une certaine Ouais. façon, les politiques sociales sont globalement assez faciles à financer. Voilà, à cause de cette bonne santé économique de la Pologne, qui pour le coup n'a rien à voir avec spécifiquement la politique du PiS ou spécifiquement la politique des libéraux, en fait. D'accord, oui. Hem et au niveau, de, je crois qu'on en a un petit peu parlé au début, du coup, heu, au niveau de l'Union européenne, les relations, donc enfin, étaient plutôt tendues avec le PiS, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Bah, en fait, c'est surtout dans les tout premiers mois du nouveau gouvernement que ça a le plus bougé parce que, en fait, avant même de devenir Premier ministre, Tusk a fait une visite à Bruxelles pour rencontrer Ursula von der Leyen. C'était une promesse un petit peu comme celle de Trump qui dit qu'il va arrêter la guerre en 24 heures, mais il avait dit dès lors qu'on sera majoritaire au Parlement, on pourra lever les restrictions sur les crédits accordés à la Pologne dans le cadre du plan de relance européen. Et de fait, il a quasiment, je ne sais plus très bien combien de temps après, mais c'était le lendemain ou le surlendemain, enfin c'était vraiment très très peu de temps après les élections, il était là à Bruxelles et il a effectivement obtenu des autorités européennes un engagement à lever ces sanctions, et ça s'est fait après dans le fil de l'année. D'une façon plus générale, euh, c'est quand même plutôt la guerre en Ukraine qui met la Pologne dans une position, alors dominante peut-être pas, mais en tout cas dans la position d'un acteur important aujourd'hui en Europe. Et sans doute que ça s'est renforcé avec l'arrivée au pouvoir de Tusk qui a un crédit européen assez important et qui apparaît quand même comme beaucoup plus fiable que le PiS sur ces questions-là. Mais de manière assez étonnante, il n'y a pas de revirement, par exemple, sur les choix de contrats d'armement qui ont pu être faits, par exemple. C'est-à-dire que ce qui avait été beaucoup reproché au PiS, c'était pour la modernisation de l'armée polonaise, de se tourner vers des partenaires autres que les partenaires européens, et pas uniquement les États-Unis. Par exemple, il y a eu des achats d'armes auprès de la Corée du Sud. Et de façon assez étonnante, il n'y a pas de revirement sur cette politique-là, pour l'instant en tout cas. Hein, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, OK, si ça et fait un peu plus, comment vous l'interprétez? C'est pour des questions politiques ou? alors, honnêtement, là, honnêtement, je sais pas, parce que ça concerne des contrats quand même hyper spécifiques pour comment on appelle ça, des systèmes Ouais. d'armes, d'artillerie, je me rappelle plus très bien comment on appelle ça. Donc, j'ai pas suivi en détail ce qui s'était passé. Bon, c'est possible que ce soit parce que les contrats ont été signés, qu'il y a des pénalités, enfin, ça, je sais pas. Hein, et puis, il peut y avoir tout simplement une forme d'inertie de l'action publique qui fait que pour de prochains contrats d'armement, peut-être qu'il y aura un recentrage de la position polonaise sur l'Europe, mais ça, j'en sais rien. Après, bon, l'exemple de la Corée du Sud, c'est un peu périphérique. La Pologne s'équipe principalement auprès des États-Unis, et à mon avis, c'est pas prêt de changer parce que c'est la seule garantie de défense qui est considérée comme sérieuse en Pologne, comme dans l'ensemble de l'Europe centrale de toute façon, hein, et orientale. OK. Et on va on va peut-être conclure sur la question de la présidentielle, je crois. Et donc il y a des élections présidentielles qui sont prévues pour cet été. Alors pour le mois de mai, Heu, ouais, ouais, ouais. Mois de mai, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça peut changer? Voilà, dans Alors, quelles dispositions se présentent les différents partis? C'est quoi les enjeux exactement de cette élection? ça peut changer beaucoup de choses parce que le président de la République en Pologne est élu au suffrage universel et il a quand même des prérogatives assez larges. Il peut proposer des lois. Il y a un certain nombre pardon, de nominations, notamment dans la justice, qui n'ont pas besoin d'être contresignées par le Premier ministre. Et là, l'actuel président, donc,
qui est proche du PiS, qui s'appelle Douda, fait un assez large usage de ses prérogatives pour mettre des bâtons dans les roues, pour dire les choses de façon un peu familière et rapidement au gouvernement Tusk. Donc il y a un très gros enjeu en fait, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de dossiers qui prennent un peu de temps, par exemple sur les questions de défense, par exemple, dont on parlait à l'instant. Il y a un certain nombre de choses qui s'étirent dans le temps d'une façon qui n'est pas forcément toujours très compréhensible par les journalistes et par l'opinion, parce que justement le risque de certaines mesures, c'est qu'elles soient pas contresignées ou pas, enfin pas signées en fait par Douda, ou qu'il l'ait, comme il l'a fait assez récemment pour une loi par exemple, qui restaurait un fonctionnement normal, un peu ordinaire du tribunal constitutionnel, c'est-à-dire de la justice constitutionnelle. Douda n'a pas signé cette loi et il en a même demandé l'examen par la justice constitutionnelle elle-même, en fait, pour que le tribunal constitutionnel dise si ce changement de son statut et de sa composition était conforme à la Constitution. Donc, donc c'est très important parce que si la majorité actuelle parvient à faire élire son candidat, il y a un certain nombre de verrous comme ça qui vont sauter et qui permettront de probablement aller plus vite dans un certain nombre de sujets. Et ça voudrait dire qu'ils ont, pas tous les pouvoirs, mais en tout cas, dans leur action à la tête du gouvernement, ils n'auront pas cette entrave. Alors pour l'instant, les candidats, c'est Trzaskowski, qui était déjà candidat lors des élections précédentes, en 2019. Il y a eu une primaire et il a remporté assez haut la main cette primaire contre l'actuel ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Sikorski, qui est une personnalité assez originale. Il est marié à Anne Applebaum et donc il est très proche, en fait, il a longtemps été très proche de positions assez conservatrices et il s'est un petit peu recentré ces dernières années. Et donc, il a un crédit politique, disons, de quelqu'un qui a un homme fort, un petit peu, quoi. Il a un petit peu ce type de profil, ce type de crédit politique. Il a fait une très bonne campagne, mais enfin, il a sans doute pâti un petit peu de cette image un peu plus droitière que Trzaskowski. Et puis, du côté du PiS, le candidat qui a été désigné est un historien qui s'appelle Nawrocki. Alors, c'est très intéressant parce qu'ils ont choisi quelqu'un qui peut être un visage pour cette espèce de politique historique très particulière, très victimaires qu'ils ont eu pendant 8 ans, en fait. Ce qu'on appelle politique historique, c'est toutes ces stratégies de mise en mémoire du passé national et de valorisation de certaines pages du passé national au détriment d'autres. Et le PiS a eu une politique assez nationaliste dans ce domaine-là. Et ils ont choisi quelqu'un qui est vraiment impliqué dans ce type d'activité historienne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a un peu le même profil que Douda, qui est président à l'heure actuelle, dans le sens où il a qu'une très faible autorité politique sur la droite polonaise, en fait. Donc ça en ferait, un petit peu comme Douda pour l'instant, quelqu'un qui pourrait être un peu l'exécutant de toutes les manœuvres politiques dans lesquelles le PiS s'engage et pour lequel il aurait besoin de quelqu'un qui utilise ses prérogatives pour ralentir l'action du gouvernement ou pour allumer des contre-feux sur certaines réformes, par exemple. Donc il y a un gros enjeu, il y a un assez gros enjeu. Et moi je pense que la société polonaise étant globalement clivée, parce qu'il ne faut pas oublier que le PiS est le parti qui est arrivé en tête lors des dernières élections, il y a un an, la Pologne étant clivée, à mon avis, les jeux ne sont pas faits du tout à l'heure où on se parle. D'accord. Bah écoutez, du coup, ce sera l'occasion de Voilà, se vous serez bientôt retrouver. réinvité. Voilà, de vous réinviter. Donc bah, merci beaucoup Je vous en prie. pour toutes ces informations et puis on se retrouve, bientôt alors. Merci, au revoir. Au revoir.